Bonjour et bienvenue à votre podcast Éducation Famille. Mon invité de cette semaine est pédopsychiatre, professeur associé en psychiatrie à l'Université de Montréal et autrice. Auteur du livre « Il pleut à la maison, parlez de votre santé mentale avec vos enfants » ainsi que de l'essai « Le drame des enfants parfaits pour une permaculture de l'enfance », mon invité se définit comme étant une pédopsychiatre punk puisqu'elle questionne sans cesse tant son milieu d'expertise que la société en général. Aussi maman de 4 enfants, c'est non seulement l'experte, mais aussi la mère qui n'hésite pas à vouloir démystifier et changer les idéologies ainsi que les enjeux. Elle se donne pour mission de bousculer en toute bienveillance nos routines et idées préconçues afin de nous amener à nous questionner sur l'enfance, la parentalité et la vie en général. Pratiquer une médecine humaniste avec le sourire et l'humour, mais toujours de façon rigoureuse et objective. Telle est la vision de son métier et de son engagement profond afin de changer le monde, une conscience à la fois. Elle a initié en 2020 le collectif L'enfance n'est pas une maladie que vous pouvez suivre sur sa page Facebook. Elle prône aussi la désobéissance créative et dénonce la surprotection ainsi que les surdiagnostics envers les enfants. C'est donc en répondant plus que positivement à son désir de vouloir unir les voix, les compétences, les savoirs et les idées en co-créant et en inventant de nouveaux paradigmes tout en sortant des sentiers battus que j'accueille avec grand plaisir et reconnaissance Dr. Céline Lamy. Afin de partager, discuter, apprendre, rencontrer, s'informer et comprendre ensemble sur tous les sujets concernant l'éducation et la famille, bienvenue ici à votre podcast Éducation Famille. Bonjour, docteur. Bonjour, Claudine. Ça va bien? Oui. Merci tellement d'avoir accepté l'invitation. Ce fut une grande présentation. Vraiment, je suis impressionnée. Je ne sais pas qui est cette personne. Mais c'est ça, à travers Oui. les années, on ne réalise pas C'est vrai. souvent tout ce qu'on a créé, tout ce qu'on a semé derrière nous. Alors, puis je n'ai pas tout dit, là. J'ai pas tout dit, j'ai pas parlé de ce que vous faites avec les gens du Grand Nord. On va en parler, j'ai pas parlé de votre parcours encore. Mais je vous trouve tellement rafraîchissante quand vous parlez de votre profession, quand vous parlez... plein de choses me rejoignent naturellement avec mon côté à moi de la lorgnette par rapport aux parents, aux familles, aux enfants. Et j'ai dit, ben là, il faut qu'on parle. Il faut qu'on parle. Parlons. Parlons. Mais avant, parlez-moi de vous, parce que, bon, oui, vous êtes une grande psychiatre, vous vous impliquez beaucoup au niveau des familles et tout ça. Vous avez aussi vos propres, je vous dirais, vos propres questionnements. Oui. Vous bougez les choses, en toute bienveillance, naturellement. Mais vous avez un parcours aussi là, d'étudiante quand même et, un parcours professionnel. Et vous êtes une maman de 4 enfants. Oui. Aussi. Qu'est-ce qui vous a amené au Québec avant tout? Et aussi envers la médecine. Alors, on va commencer d'abord envers la médecine. Ça Oui. va être le départ. Ça a été un long questionnement parce que j'étais pas mauvaise à l'école, on va le dire comme ça. Et de fait, j'avais l'idée de travailler avec les enfants au départ en tant qu'avocate ou juge, puis après en tant qu'enseignante, la médecine aussi. Bref, je ne savais pas, jusqu'à très, très, très longtemps, je ne savais pas. Et... petite histoire courte, mais effectivement, après mon baccalauréat, donc après le lycée, j'avais choisi de rentrer dans une classe préparatoire pour faire sciences politiques et faire l'école de la magistrature, pour être juge des enfants. Et puis, la veille de la rentrée scolaire, un petit accident tout bête qui fait que je me blesse à la main, mais vraiment... pas cool, comme on dit, ma main gauche, je suis gauchère. Et là, je ne peux pas faire la rentrée. Et j'ai beaucoup de lésions. J'ai traversé une fenêtre très étourdie. Certains diraient peut-être TDA, mais c'est ça. Et donc, c'est de trouver mes parents, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on t'inscrit en droit, etc. Et j'ai dit, oui, inscrivez-moi en droit, mais je ne peux pas écrire pendant des mois et des mois. Et puis, en allant m'inscrire en droit, en traversant la ville, je suis passée devant la fac de médecine. Et je ne sais pas pourquoi. Je suis rentrée dedans, intriguée, et j'ai rencontré une jeune femme qui m'a parlé des études de médecine. Et je suis sortie de là en disant à mon père, on fait demi-tour, je vais m'inscrire en médecine. Et donc, je suis retournée à ma première idée que j'avais depuis toute petite, d'être docteur.
Donc ça, c'est parti comme ça. Et vous êtes en Europe à ce moment-là? En Europe, oui, en France, c'est ça. Puis donc pour rentrer en médecine en France, c'est un concours. Donc c'est assez difficile. On était 2000 étudiants, ils en prenaient 98. C'est ça. J'ai travaillé dur, vraiment. Puis j'ai réussi à me hisser. J'étais major de ma promotion, la première fille dans la promo. Donc j'étais bien contente de cela. Je venais un petit peu de nulle part. Moi, je venais d'une petite ville. Là, j'arrivais dans une grande ville universitaire. J'avais 17 ans, donc c'est ça. Une petite provinciale qui débarque, personne ne la connaît, puis elle rentre en médecine. Donc, j'ai adoré mes études de médecine. À chaque stage, je me disais, c'est cette spécialité-là que je veux faire. C'était pas évident. Et le dernier stage a été un stage de gynéco-obstétrique. Et de fait, quand j'ai passé le concours pour être interne, c'était encore un concours. En France, on aime bien les concours. Hein. C'est ça, il a fallu que je choisisse et j'ai pris gynéco-obstétrique. Donc, je suis devenue résidente en gynéco pendant 1 an et demi. Et puis, c'est ça, je passais beaucoup de temps avec les mamans, à leur parler de leur futur bébé, à la façon dont elles portaient psychiquement leur bébé. Et ça faisait beaucoup sourire mes patrons, jusqu'à ce qu'un jour, un patron me dise en pleine césarienne, « Tu pensais peut-être à faire psychiatrie, puis faire psychiatrie périnatale ?» Et ça a comme fait bing en me disant, effectivement, je serais plus à l'aise en psychiatrie qu'en chirurgie, même si j'adorais ça. Et j'ai fait ce qu'on appelle un droit au remords. Donc, il faut écrire au grand doyen de la faculté en disant « j'ai un remords et je veux changer de spécialité ». Ils n'avaient jamais vu ça de leur histoire d'universitaire qu'un chirurgien devienne psychiatre. Donc, on m'a appelée jusqu'à la fin de mes études la gynécopsie, parce que c'était quand même atypique. Et c'est ça, petit à petit, je me suis vraiment intéressée à la question de l'attachement. Et donc, de fait, après mes 4 ans de psychiatrie, j'ai fait une année supplémentaire pour être pédopsychiatre et embrasser cette carrière-là. Moi, je me décris comme une pédopsychiatre attachmentiste, parce que c'est vraiment ma formation autour de l'attachement, systémique, parce que je suis formée aux thérapies systémiques familiales. Et puis, petit à petit, c'est ça, j'ai glané un sac à dos qui me permet d'aller en dehors des sentiers battus. Donc voilà, puis après une carrière très universitaire, j'ai fait ma thèse de doctorat. On m'a confié un service d'adolescents. C'était pas évident. En fait, j'adorais cette pratique, mais j'avais 27 ans, puis j'avais un service, j'étais à la tête d'un service. Je trouvais ça difficile de gérer les relations interpersonnelles entre les professionnels, parce que je me sentais peut-être imposteur d'être à la tête de service. Et puis, j'ai travaillé dans divers services jusqu'à me dire avec mon mari en 2012-2013, et si on allait tenter l'aventure ailleurs, prendre un peu l'air. Et le Québec arrive, effectivement, parce que mon conjoint me dit « oui, pour prendre l'air, mais je veux que ça parle français ». Oui. Alors voilà, le Québec. Puis j'ai vu que depuis 2009, il y avait des arrangements entre la France et le Québec qui recrutait des médecins. Avec évidemment un stage, c'est ça. Chercher des équivalences, quelque chose. Oui, c'est ça, vraiment des équivalences. Donc, un stage de 3 mois. J'ai envoyé, je pense, au Collège des médecins quelques questions. J'ai eu une réponse hyper rapide. J'ai contacté un collègue sur Saint-Jérôme qui m'a mis en lien très vite avec la chef de service. J'ai senti qu'il y avait un besoin, vraiment. Et puis, ça s'est fait, je pense... fin 2013, tout était bouclé et on est arrivé en août 2014 pour le stage qui a duré 3 mois. Début 2015, je commençais à Saint-Jérôme à l'hôpital. Est-ce que vous aviez des enfants à l'époque? Oui, j'avais mes jumeaux qui avaient 4 ans et demi. Donc, j'ai débarqué, on avait tout vendu en France. J'ai débarqué avec le mari, les jumeaux et on avait dit une valise chacun. Maman a eu droit à 2 parce qu'à l'époque, j'avais des grosses chaussures que j'ai toujours. Donc, maman a eu droit à 2 valises. Mais en fait, on est venu vraiment comme très dépouillés. Ma fille, je me rappelle, avait planqué des bijoux dans ses chaussettes parce qu'elle n'arrivait pas à s'en défaire, les petits bijoux de petite fille. Et on est arrivé, et depuis, c'est ça, il y a eu un petit changement de conjoint entre-temps, mais le Québec, pour moi, c'est la renaissance, la naissance, les retrouvailles avec celle que j'étais petite, c'est vraiment... c'est pour ça que dans mon dernier essai, je dédie ce livre au Québec parce que c'est vraiment le lieu de
de mes racines, de là où j'ai pu refaire racines et où je revis vraiment au Québec. Je ne repartirai pas, c'est sûr. À l'occasion, mais, oui, mais, pas, oui, mais pas pour y rester. C'est ça, exact. Voilà, pour être touriste en France. Oui, assez bien. C'est ça. Puis passer inaperçu parce que... Oui, c'est ça, exact. Inaperçu, pas tant parce que je suis très tatouée. Ah, oui. Et en France, ça passe pas inaperçu, c'est pas très apprécié. Alors, si vous étiez en milieu médical avec vos tatous, est-ce que vous pensez que vous auriez un regard peut-être particulier de vos confrères et consorts? En France, c'est certain. Vraiment, vraiment. Il y a quand même... j'ai travaillé dans une institution privée pendant un petit bout et clairement, je n'étais pas du tout tatouée à l'époque, mais c'était dans le contrat que si on avait des piercings, il fallait les enlever et que les tatouages devaient être couverts. Donc ça vous dit un petit peu ce qu'il en est. Puis cet été, je suis retournée en France et oui, j'entendais des petits... En France, les gens ont quand même, on va le dire, une grande gueule. Ils n'hésitent pas à commenter, c'est ça, voilà. Et puis, j'ai entendu une madame très chic dire « Regarde là, elle, comment elle est barbouillée de partout. » C'est ça. C'est pas grave, en même temps. L'été prochain, j'en aurai avec moi, plus. Madame, allongez-vous sur le sofa. Exact. Oh, je pourrais peut-être vous aider. Oui. Donc, la barbouillée pourrait certainement vous aider. Peut-être. Ça surprend des fois, effectivement, oui. quand je nomme ce que je fais. Parce que là, il y a comme l'a priori de... Tu as l'air tellement punk que toi, tu es docteur. Comme si, c'est ça, il y avait quelque chose qui fallait être de l'ordre du costume pour avoir une crédibilité. Mais j'aime beaucoup jouer de ça maintenant aussi. Oui, bien, c'est ce que j'allais dire. C'est qu'à quelque part, on peut faire facilement un lien, justement, avec un peu votre façon de pratiquer votre médecine, la psychiatrie, la pédopsychiatrie, et comment vous faites bouger un petit peu les choses. Donc, oui, on peut à ce moment-là marier tout ça ensemble. Vraiment, vraiment. Ben, dans ma pratique en France avec les ados, j'avais déjà une pratique très marginale. J'avais été recrutée par un groupe qui m'avait donné carte blanche en disant « Vous créez votre clinique ». Donc, j'avais vraiment recruté des professionnels avec des profils très particuliers, mais qui avaient une histoire aussi, qui avaient un bagage de rue, de terrain. Donc, j'avais déjà ce côté dissident, punk, mais c'était quand même un groupe justement privé qui était très bon chic, bon genre. Donc, j'étais punk dans la pratique et on m'emmenait des ados un petit peu de partout en France parce qu'ils avaient des cliniques partout. Puis, on m'emmenait un petit peu les ados de la dernière chance, comme ils disaient, où on ne sait pas comment les aider. Certains ados mutiques, très résistants. Puis, je travaillais quand même dans un lieu, Marseille, où il y a vraiment toute une population d'adolescents très, très, très rudes. Parfois déjà dans des problématiques judiciaires. Donc, je ne pouvais pas être une madame en talons hauts. Donc, c'est ça. Je portais... Ni qui représente extrêmement l'autorité. Exact. Donc, il y avait quelque chose, puis sans être dans une proximité, tu sais, c'est très, très, très important pour moi. Et c'est ça, des fois, que les gens ont du mal à imaginer. Le cadre et les limites, c'est hyper important pour moi. Puis, si mes ados de 15 ans étaient là, ils diraient, tu sais, t'as pas le goût que maman, elle se fâche, tu sais. C'est ça, c'est que j'ai à cœur quand même cette rigueur-là. Les balises dont les enfants ont besoin. Essentiel. Et de fait, ben, c'est ça. Il y avait, oui, cette proximité dans cette... J'aime ça parler d'affiliation avec les ados, avec les familles, où j'ai l'impression quand même cette facilité à repérer le style familial et à venir m'affilier là-dedans pour faire en sorte de baisser les résistances puis de donner l'impression que je fais partie quand même de la gang. Donc, il y avait effectivement déjà cette dissidence-là en France. Et puis, ben, c'est ça, en arrivant au Québec, je me suis sentie pas mal libérée dans la parole. Il y a eu ce divorce aussi avec mon ex-conjoint. La rencontre avec mon nouveau chéri québécois, qui lui avait quelques tatous. Et là, j'ai dit, bah non, mais moi, j'ai toujours rêvé d'être tatouée. J'ai commencé par un, puis à côté, maintenant, je trouve qu'il est vraiment pas tatoué. Je trouve que c'est poche. Voilà, j'en ai partout, mais de la tête aux pieds, hein, vraiment. OK, donc... En 6 ans de temps, alors c'est ça, je rattrape maintenant. Ben oui, je vais avoir 47 ans, il faut que je rattrape. Mais à quelque part, même quand vous voyez des ados, je suis certaine que ça peut même aider à ça aide énormément, parce qu'ils se disent, OK, là, la dame que je vois, là, c'est pas l'image qu'on se fait d'une pédopsychiatre. Est-ce que vous avez vu une différence entre les familles, les besoins des adolescents en Europe
et au Québec, ou un adolescent qui soit en Europe, qui soit dans le Grand Nord, qui soit à Outremont, ou qui soit en milieu défavorisé, c'est passablement la même chose. Ben, en fait, j'ai déjà vu une évolution des enfants et des ados au cours de mes 20 ans de pratique. Ce que je disais au départ, les patients que je voyais étaient essentiellement des adolescents. Adolescents suicidaires, dépressifs ou émergence psychotique. C'était ça, notre clientèle. Oui, on avait aussi les enfants, évaluation TSA, etc. Mais l'essentiel de ma patientèle, c'était des adolescents avec, je dirais, au niveau psychiatrique, quelque chose d'extrêmement sévère, puis qui venait compromettre leur avenir, etc., avoir un impact sur leur scolarité. Puis j'ai vu, je dirais, avant de partir de France, déjà glisser ça, des enfants de plus en plus jeunes. C'est-à-dire qu'autant dans ma clinique, on était sur du 14-18, là, on commençait à m'appeler pour du 10-11, en disant, pourrais-tu accepter dans ton unité un gamin de 10 ans parce qu'il n'y a plus rien qui marche? Des propos suicidaires. Exactement. Là, j'ai vu que ça basculait. Puis, quand j'allais à l'urgence, effectivement, en 10 ans, on avait des enfants de plus en plus jeunes. Puis là, ce que je dis en ce moment, là, j'ai quitté l'hôpital, mais globalement, il arrive que 7-8 ans, on ait des gamins qui arrivent à l'urgence, qui ont des propos suicidaires, puis qui savent très, très, très bien ce que c'est la mort. Il n'y a pas l'idée de... peut-être que c'est réversible. Non, ils ont vraiment l'idée que c'est irréversible. Ils savent qu'ils vont partir pour toujours. Puis ça, c'est un grand changement, déjà. Après... France-Québec, quand je suis arrivée ici, la première chose, je me souviens, dans les premiers mois, je notais enfant immature. Enfant immature, enfant immature. Puis à un moment donné, je faisais comme une sorte de petite supervision avec des collègues français, puis je dis, mais je les trouve immatures, les enfants. Puis quelqu'un français me dit, mais est-ce qu'ils sont immatures ou est-ce que ce sont des enfants qui sont encore des enfants et que nos enfants à nous en France ont pu ce luxe de l'immaturité. Exact. Et en y réfléchissant, je me suis dit, voyons donc, je me suis fait... Que je suis arrivée avec ce regard-là de nos enfants européens qui, effectivement, n'ont plus le temps d'être des enfants, qui sont dans un système éducatif très, très, très élitiste. Et oui, donc, ce n'est pas de l'immaturité que je voyais chez les enfants québécois, mais au contraire, une sorte de fleur de l'enfance qui est encore là. Puis, ça m'a beaucoup touchée. Je l'ai écrit un petit peu partout parce que je m'en voulais, effectivement, d'avoir... cette rigueur française. Vous arriviez avec un bagage, avec une expertise, vous aviez grandi là-dedans, vous-même en tant qu'enfant. Vraiment. Vous l'aviez possiblement vécu aussi en tant qu'enfant. Mais tout à fait. Ça ne fait pas vous dire que les parents ne sont pas des bons parents. Non, mais on le sait qu'en France, je pense que les enfants commencent l'école à 3 ans. Oui, c'est ça, mes petits jumeaux, 2 ans et demi, en fait. C'est-à-dire qu'il y a 3 ans de maternelle. La seule exigence, c'est qu'il faut qu'ils soient propres. Donc, je me rappelle mon petit Joseph, tout l'été avant la rentrée de septembre, qui n'était pas propre, le stress qu'on s'est mis et qu'on lui a mis pour qu'il soit propre, le petit coco, avant septembre. Rien que ça, à chaque fois que j'y pense, je me dis, mais mon Dieu, cette vie-là, mon Dieu. Donc ça, et puis la première année de maternelle, ils ont le droit de jouer. Mais la deuxième année, on a un sac à dos, on achète du matériel scolaire, la tenue du crayon. Puis quand j'y repense, je me dis, ça ne fait pas de sens du tout. Ils arrivent en première année, puis c'est déjà des petits élèves. C'est plus des enfants, c'est des élèves. Donc il y a déjà tout ça, une sorte de perte d'une naïveté de l'enfance. Et puis, j'étais quand même aussi avec des ados que je trouvais extrêmement sexualisés en France. Donc, c'est sûr que c'était peut-être lié aussi à l'endroit où je vivais, mais des ados qui étaient hospitalisés 11-12 ans, puis qui avaient déjà des jeunes filles qui avaient déjà des histoires de sexualité complexes. Et puis, c'est comme si j'avais acquis ça comme, effectivement, maintenant, l'âge de début des relations, c'est plus vers 12-13 que vers 15-16. Donc, c'est sûr que quand ici... Je questionnais des petits cocos à 11-12 ans, lui disant « Puis, as-tu une petite blonde ?» Et puis que je les voyais tout gênés. Puis je me disais il est un petit peu immature, en me disant « Voyons, Céline, en fait, c'est un enfant, laisse-le donc avec ça. » Donc oui, c'est pas mal ça, la différence. Après... Est-ce qu'il y a des différences entre les enfants que je soigne ici versus le Grand Nord ? Il y a quand même beaucoup de dynamique d'attachement, peut-être plus dans le Grand Nord.
encore que j'ai travaillé à Saint-Jérôme, puis c'était vraiment, vraiment aussi très présent. Non, je trouve pas tant que ça. Mais je dirais que le Québec m'a redonné une vision de l'enfance, puis m'a redonné envie de plonger dans la nature de l'enfance, de me laisser aller tous ces a priori, puis cette rigueur que j'avais là. Donc, pas de m'adoucir, mais en tout cas de revoir aussi ma propre parentalité, parce que maintenant, c'est ça, j'ai deux petits cocos qui ont 4 ans et 3 ans, puis je suis clairement pas la même maman. Là, mes aînés sont avec leur papa en Europe cette année, puis ils sont revenus en me disant « Mais voyons, maman, mais t'es plus la même. » Puis il y a quelque chose de... À la fois, ils me trouvent cool, mais j'ai eu besoin aussi de leur parler, puis de leur expliquer aussi quel genre de maman je me sentais. J'avais une 30aine d'années, j'étais... professionnelle extrêmement investie, puis il y avait le regard de la famille, de la société française. Il faut tenir tes enfants, hein. Il faut qu'ils se tiennent bien en tout temps et partout. Et c'est un stress incroyable que je me mettais, qu'on se mettait en tant que parents, et puis qu'on a fait ressentir à nos enfants dans cette anxiété. Mon fils a été très anxieux dans cette... sentiment aussi là, oui, c'est ça. Puis cette inadéquation aussi qu'on ressent. Moi, je me suis très, très, très sentie pas à la hauteur, inadéquat. Pourtant, j'étais brillante à l'école, mes études, ça a carburé, mais j'ai traîné ça longtemps, ce sentiment de ne pas être à la hauteur, de ne pas être assez bonne. De par l'éducation que vous avez eue. Complètement. Et pourtant, quand j'y repense, mes parents n'étaient pas si sévères, mais je me souviens très précisément le jour où j'ai déçu mon père dans le regard. Il n'a rien dit. Je pense avoir peut-être 10 ans. Puis j'ai fait aller ma nature de l'enfance. Lui, c'était un militaire, donc on était entouré d'officiers. Puis j'ai dû dire quelque chose de très insouciant. Mais là, j'ai senti la rigueur, la déception, le « plus jamais ça, Céline ». Et c'est comme si, oui, ça avait comme construit quelque chose. J'en parle de le sentiment de honte. J'ai eu honte. Et à partir de là, quand les enfants intègrent ce sentiment de honte, ça devient très difficile d'être soi. Et le Québec m'a permis de redevenir justement cette petite pousse-là. Ça fait ressortir la petite Céline. Complètement, ouais. Je dirais qu'à 10 ans, ça a basculé. Je suis devenue très, très, très docile, très sérieuse, vraiment. Le piano, le ballet, les études, je voulais vraiment, vraiment ne pas décevoir. Puis là, j'accepte maintenant de décevoir, y compris mes parents, parce que les tatouages, ça leur fait pas plaisir. Mais surtout j'accepte... pas dans les soupers de famille. Ah non, c'est ça. mais j'accepte cette idée-là, puis je me rends compte, en fait, probablement que j'avais internalisé peut-être plus de choses de mes parents que eux voulaient me le transmettre, parce que mon père n'a pas le sentiment, et effectivement, à juste titre, probablement, d'avoir été exigeant, puis d'avoir des attentes. Mais c'est comment aussi, quand on est enfant, dès qu'on a compris un message très subtil, sociétal, on internalise ça, puis on fonctionne comme ça. Donc, vous comprenez que je ne veux pas revenir en France. Je comprends. Puis, c'est des bonnes discussions à avoir aussi avec... Est-ce que vous avez des frères et des sœurs? Oui, un frère lui-même militaire officier qui a 3 ans de moins que moi et une petite sœur de 12 ans de moins que moi qui a été élevée justement... par d'autres parents, je trouve. Donc, c'est ça, on voit un peu la différence. Eux aussi ont évolué à travers ça, vos parents. Oui, vraiment, vraiment. Mais je dirais qu'avec mon frère, on est pas mal des copier-coller autour de être à la hauteur, se tenir. Il fallait toujours se tenir droit, tenir son s'il a fait militaire, il a bien rentré dans le moule. Oui, ça va bien, là, de ce côté-là. Il a bien rentré dans le moule. Mais c'est intéressant ce que vous dites parce que souvent, lorsqu'on est spécialiste de quelque chose, on pense c'est comme si on nous voit... sans faille, sans rien. Et notre vécu et nos erreurs, ça vient paver notre expertise. Complètement, vraiment, je le vois. Toute mon histoire fait celle que je suis là, puis alors c'est impensif de dire ça, mais vraiment, il y a le 0-10 ans où j'étais vraiment le petit pissenlit, j'ai été élevée majoritairement par mes grands-parents paternels, mon père étant officier, etc., c'était plus facile. Donc à la campagne, village de 75 habitants, moi j'étais pieds nus tout le temps,
la nature de l'enfance, telle que j'en parle maintenant, je l'ai connue. Et à 10 ans, mon père est muté en Allemagne et dit là, je récupère les enfants, donc mon frère et moi. Mais moi, j'arrive finalement avec des gens qui sont mes parents, je le sais, mais qui sont quand même pas mal inconnus pour moi. J'ai déjà un mode de fonctionnement peut-être un peu rebelle, dissident. Puis on arrive en Allemagne, ça parle pas français, l'école non plus. Donc là, c'est la grosse claque. Et puis j'arrive dans une ville. Donc de 10 ans à mon arrivée au Québec, je vis comme une petite pousse qu'on a là déracinée puis mis dans un pot. Et là, je suis docile, je pousse bien droit, etc. Puis j'essaye de pas trop déborder. Le pot n'est pas trop grand non plus. Non. Donc, je me tiens. Puis j'ai tout ce parcours-là de 30 ans où je me tiens. Puis j'essaye d'être bien comme il faut, y compris ensuite dans le mariage. Il fallait vraiment... Il y avait quelque chose de l'ordre de bien se tenir pour sentir appartenir à quelque chose sociétalement. Pour arriver ici en me disant, mais tout ça, là, c'est tellement pas moi. J'ai vraiment reconnecté avec la petite pissenlit, puis en me disant, mais là, est-ce qu'elle serait fière de moi? Oui, bien sûr qu'elle est fière de moi. Mais elle m'a dit clairement, Céline, redeviens un pissenlit, c'est correct. Tu as besoin de ça parce que c'est ta nature. Peu importe ton âge, peu importe ta vie, peu importe ta profession. Exact. Et de fait, oui, je suis cette pédopsychiatre-là colorée et grande gueule, si on veut, pour certains, mais parce que j'ai vécu les deux côtés, la nature de l'enfance qui s'exprime avec des cadres et des limites, parce que mes grands-parents étaient très cadrants, mais aussi ce côté devoir mettre un masque, devoir se mouler à l'école. L'école, j'adorais ça, j'étais bonne élève, mais j'ai vécu beaucoup d'intimidation aussi. Donc, c'est ça, l'école, c'est un rapport amour-haine. C'est parce que j'ai conscience que c'est aussi grâce à l'école que je suis là. Donc, gratitude infinie. Mais j'ai trouvé ça très difficile, la relation au père, le fait d'être souvent cet enfant qui arrive des fois en plein milieu de l'année parce que fille de militaire, donc on reste 9 mois dans un endroit, qui vient comme détrôner, comme la première de classe, donc la première de classe n'est pas vraiment contente, donc je me fais intimider, puis de la grosse intimidation. Avec blondinette aux yeux bleus. Mais c'est ça, ouais, Tout ça, donc de la grosse intimidation vraiment, vraiment très lourde, dont je ne parlais pas parce que ça faisait partie du kit de... Puis je me disais toujours, c'est pas grave, je vais juste rester 9 mois, je vais partir. Donc j'ai aussi vécu dans ce endure parce que tu sais que tu peux partir. Ce n'est qu'un passage. Exact. Donc peut-être aussi que le passage au Québec, c'était une forme de, OK, on va se faufiler, puis partir de ce carcan. Ça peut pas être pire. Non, voilà. En tout cas, c'est vraiment, vraiment chouette. Mais oui, donc j'ai un petit peu vécu tout ça et c'est pour ça que j'ai quand même ce discours sur le conformisme et ce que ça peut faire d'emprunter des masques en permanence, puis de se retrouver à 40 ans, puis de se dire, mon Dieu, c'est tellement collé à ma face que je vais en enlever, mais j'ai peur de faire partir la peau du visage avec, tellement c'est en moi. Donc, vous êtes à quelque part la Patch Adams de la pédopsychiatrie. Ah, peut-être ça, oui. C'est un compliment oui, que je vous bien. fais. Oui, j'ai bien compris. Je ne sais pas si je suis ça, mais en tout cas, je suis une colorée atypique. Vous le voyez, ça, quand vous voyez vos patients, que ça vous permet de vous connecter plus à leur... d'aller chercher un lien avec eux. Définitivement, vraiment, parce que j'ai cette façon de travailler dans mon bureau. Déjà, il y a plein de choses. Les enfants s'y sentent bien, ils se lèvent, ils vont toucher des trucs, J'aime ça quand un enfant me dit « j'aime ton endroit, j'aime ton bureau, je me sens bien ». Puis déjà ça, puis le bureau pour moi, c'est pas une limite. Si je sens qu'il faut que je sorte du bureau, puis que je fasse, parce que je suis quand même actuellement dans un cabinet, donc je fais ce que je veux, je suis pas à l'hôpital. Puis si je sens que je dois sortir du bureau avec l'enfant, puis aller marcher avec lui dehors, c'est ça que je vais faire. Si je sens qu'on a besoin de faire une petite cabane dans mon bureau, même avec un ado qui a 15 ans, et qu'on va le faire sous mon bureau, la cabane, je vais le faire. J'ai pas de limite, de cadre de ce côté-là. Ça veut pas dire que je suis pas cadrante et pas limitante par rapport à ça. J'ai vraiment une rigueur de travail. Je sais toujours où je m'en vais. Mais c'est ça qui désarme des fois les étudiants qui viennent me voir, parce que j'en ai qui m'écrivent, puis des psychos qui disent « j'aimerais venir travailler avec vous pour voir comment vous faites ». Mais il n'y a comme pas de recette. Je leur dis, je peux vous donner
comment je ressens la médecine, comment je ressens la relation à l'autre. Mais je fais... je veux pas paraître prétentieuse de dire ça, mais je fais du lami, puis ça se transmet pas. C'est un petit peu comme Milton Erickson, qui était le pape de l'hypnose ericksonienne. Ses élèves ont essayé de lui dire « Écris, Milton, sur ta technique », mais il sait pas faire. À chaque patient, c'est une nouvelle rencontre, c'est une nouvelle pièce qui se joue, c'est une nouvelle bulle qui se crée. Moi, à chaque fois, c'est comme... Mais c'est une joie. Les premières minutes, puis les premiers temps avec un nouveau patient, une nouvelle famille, c'est de l'excitation de petite fille. Genre, OK, qu'est-ce qui va se jouer? Qu'est-ce que je vais utiliser comme? Puis je ne le sais pas à l'avance. C'est pour ça que j'ai aimé aussi avoir un sac à dos rempli d'outils thérapeutiques. C'est parce que je ne sais jamais. Puis j'ajuste évidemment à chaque fois. Donc, je ne sais pas si je vais devoir, pour certains parents, être vraiment le docteur Lamy avec les manches baissées. C'est ça, parce que je sens que ça les angoisse que de voir des tatous. Ou au contraire, ça va être beaucoup plus éclaté. Puis qu'avec l'adolescent, oui, on va finir par parler en dessous du bureau parce que ça le rassure, comme moi, quand j'étais petite, d'être dans un petit coin. Donc, je ne sais pas, effectivement, mais je me sens bien là-dedans et c'est ce qui fait que je ne m'épuise pas. Parce que si je devais, là encore, employer juste quelque chose de très conformiste et puis une seule façon de faire, je ne serais pas capable. Je me sentirais très, très mal, puis trahir quelque part aussi la relation avec l'enfant. Dites-nous, à quel moment une famille, un enfant, un ado se retrouve chez le pédopsychiatre? Dans les étapes de diagnostic à partir du médecin de famille ou du pédiatre, par exemple? Bien, effectivement, requête toujours par médecin de famille pédiatre, c'est essentiel. Je dirais que c'est très variable en fonction de ce que mes confrères de première ligne sont capables de porter. Et je trouve qu'ils portent beaucoup. Moi, je ne serais pas capable de porter autant de stress, de pression, de ce besoin de diagnostic, puis de médication pour éteindre des feux, parce que je trouve ça très souffrant. On en parle, ils disent, mais moi, je tiens le fort parce que c'est ça, il faut quand même trouver une solution rapide. Les CLSC, il y a des listes d'attente. Donc, oui, je vais prescrire parce que je n'ai pas le choix à un moment donné. Donc ça, je trouve ça vraiment très difficile pour eux. Donc, c'est sûr qu'il y a ceux qui disent, non, moi, ce n'est pas mon domaine, donc je réfère à la pédopsie. Avant de prescrire. Oui, c'est ça. Puis dans ces cas-là, je vois les enfants très, très tôt dans le processus, ce que j'aime quand même bien. Parce que quand il y a déjà des étiquettes qui ont été posées, des médicaments qui ont été essayés, il y a déjà quelque chose de l'ordre de l'identité chez l'enfant qui s'est créé autour de « je suis TDAH ». Il y a une étiquette je suis top, c'est ça. Alors que quand je les prends vraiment tout frais dans le processus, ben on arrive déjà à mettre un peu plus de temporalité. Je dis aux parents, on va vraiment avoir besoin de beaucoup, beaucoup de temps pour comprendre ce qui se passe chez vous, à l'école, etc., avant qu'on se lance dans les gros chantiers. Là. Oui. Et là, les parents sont beaucoup plus dans l'acceptation que s'ils arrivent déjà au pied du mur, puis que ça fait des années qu'ils essayent des molécules qui sont à bout, c'est pas évident quand ils arrivent chez moi qui leur dit « je vais prendre le temps ». C'est comme, ils imaginent qu'en arrivant chez le spécialiste, parce qu'on est la dernière liste, tout de suite, ça y est, ça va être réglé. 2 semaines. Mais moi, je suis obligée de détricoter. Souvent, je leur dis, je vais devoir peut-être tout détricoter. Et pour eux, des fois, c'est un peu le grand vertige. Mais comment ça, à détricoter? Mais les diagnostics, on les a déjà. Alors là, c'est comment expliquer? Oui, mais... J'ai tout à fait confiance en mon confrère, mais on en a parlé entre nous, puis peut-être qu'il y a des choses qui n'ont pas été considérées, et moi, je vais venir apporter cette teinte-là. Donc, globalement, c'est rare que les parents disent « non, je ne suis pas d'accord ». Il y a quelques parents d'emblée qui disent « nous, on est venus pour la médication ». Puis en général, tout de suite, je leur dis « je ne suis pas la bonne personne, vraiment du tout ». Parce qu'avant de prescrire... C'est ça. Puis je leur explique vraiment, puis je leur dis « mais vous pouvez... » On peut s'arrêter là, puis je vais réécrire à votre médecin requérant pour peut-être qu'il vous oriente vers quelqu'un qui saura répondre à cette demande, mais moi, je ne peux pas. Vous n'êtes pas une anti, dans le sens que c'est pas que vous refusez. Si vous voyez après, justement, là, vos rencontres, et puis là, vous n'allez pas vous opposer, vous allez prescrire. Je prescris, mais c'est ça, en fait. Mais c'est suite à vos observations. Oui, on n'arrive pas comme dans un magasin. Mais non, c'est ça, parce que les gens me disent, bon, ben voilà, mon enfant, il a un TDAH, on a tout essayé, puis là, on vient parce que là, le médecin est plus à l'aise de prescrire ça.
on vient pour ça. Puis nous, ça fonctionne, fait qu'on Oui, veut c'est ça. Puis non, pas tout de suite. Moi, j'ai besoin quand même de vous connaître. Tu sais, l'acte de prescription, c'est un acte sérieux, grave, qui implique... moi, d'un point de vue éthique, c'est pas possible du tout, du tout. Donc, c'est pas non. Bien sûr que je prescris, je pose des diagnostics, etc. Puis je veux dire, c'est indispensable, la médication, dans plein de cas. Mais viens pas me voir juste pour dire tu vas être un prescripteur. Puis les gens maintenant commencent à me connaître, donc ils le savent. Mais même quand des patients me connaissent et puis qu'ils commencent dès les premières minutes à dire ah, le Vivance que tu m'as prescrit, ça marche pas. Je leur dis hey Coco, tu sais, la médication, ça va être à la fin de l'heure, quand on aura parlé de tout. Et là, on va parler effectivement de qu'est-ce qu'on fait. Mais on commence pas par dire je vais augmenter mon Vivance. Ça fait pas de sens pour moi. Non. Donc, c'est plus ça, en fait. C'est de se dire, de remettre de la temporalité dans la démarche. Oui, puis c'est d'actualité, puis c'est d'actualité depuis des années. Oui. On le sait, on a de plus en plus d'enfants. Vous avez possiblement vous avez sûrement plus de, pas de diagnostics, mais d'études là, avec des chiffres que moi. Mais c'est pas d'hier qu'on en parle. Non, c'est ça. Sur médicaments, en tout cas, médicamentés. Oui. Puis moi-même, je le vois. Moi, je trouve ça tellement déplorable. Je l'entends encore aujourd'hui. Combien d'enseignants, puis là, on est à la base, là, combien d'enseignants, pour rien enlever à ma profession, vont dire à des parents, vous devriez peut-être voir pour du Ritalin. Moi, il me semble que... Non, c'est illégal. Tu n'es pas censé dire ça. Tu peux allumer des lumières rouges et dire, écoutez, moi, je vous conseille d'aller voir un neuropsy ou aller voir votre pédiatre parce qu'il y a ça en classe, je vais vous donner des petites notes. Mais souvent, je l'ai vu que c'est des enfants qui étaient enfants. Oui. Et des petits garçons, souvent, pour ne pas les nommer, immatures, qu'on dit immatures, qui veulent juste jouer, qui l'ont dit, l'école, c'est pas fait pour les garçons, ils ont de la misère à jouer, à être entre deux, puis corrigez-moi si je me trompe, là. Tu sais, nous, les petites filles, déjà dans notre enfance, on pense à jouer à la poupée, on jouait à la maîtresse d'école. Tout ça, ça se passe en 4 murs. Le petit garçon, mais lui, il est plus souvent extérieur dans sa tête, grimper aux arbres, etc. Donc, parfois, c'est juste ça qui fait en sorte, mais une enseignante, ça fait 20-25 ans qu'elle enseigne, elle veut des élèves un petit peu plus à leur affaire. Docile, ça va tellement bien enseigner à des élèves dociles, donc elle va dire aux parents, ben là, c'est difficile. Puis si le parent vit ça aussi difficilement à la maison, mais ça peut être un trouble d'attachement, ça peut être un trouble de l'opposition, ça peut être plein de choses. Je veux dire, c'est pas tout de suite le Ritalin, puis pas tout. Il y a plein de choses à investiguer avant, mais là, c'est facile. Puis c'est pour ça qu'on a de plus en plus d'enfants qui sont médicamentés et puis il faut se le dire, puis ben, vous pourrez me le confirmer ou pas. En médicamentant les enfants, est-ce qu'il y a un risque, en vieillissant, d'être plus sujette à vouloir consommer, aller chercher justement une facilité à mieux gérer à geler ses émotions? Bon, là, c'est une question très piège, mais intéressante parce que il n'y a quand même pas beaucoup d'études qui nous disent que les enfants qui ont été traités tôt par ces médications-là vont être plus à risque d'être, par exemple, toxicomanes ou des choses comme ça. Ça, ce n'est pas une évidence. Mais ce qui est embêtant, c'est imaginons effectivement un enfant dont c'est la nature d'être quand même vif, etc., mais qui n'est pas dans un TDAH réel, mais qui a été étiqueté comme tel, parce que ça arrive. Puis c'est ça qu'on dénonce, le surdiagnostic et la surmédication, c'est ça. Commission parlementaire de 2019 est très claire là-dessus. C'est pas juste Dr Lamy, c'est, comme vous l'avez dit, c'est ancien. Donc un enfant qui est emmené chez le médecin parce qu'on lui dit finalement ta nature, ta façon d'être ne fonctionne pas, mais on sait que c'est une maladie ou un trouble plutôt, et tu vas prendre une médication. C'est sûr que l'enfant va prendre cette identité-là, puis à un moment donné, va peut-être se résigner, puis il va se dire, ce que je suis ou la façon dont je suis, ça ne fonctionne pas. Donc, on aura plus tendance, effectivement, ensuite, à vouloir dissimuler les choses. Puis, comment on les dissimule? On peut être on se retient, on gèle ses émotions, on supprime ses émotions. On dit qu'il y a de plus en plus d'adolescents qui ont beaucoup de mal à exprimer leurs émotions. Mais de fait, parce que c'est ça, si le fait que tu sois un peu trop va pas, alors dans ces cas-là, effectivement, tu apprends à pu être du tout, donc à pu nommer. Et à un moment donné, mais ces émotions-là, elles grouillent, évidemment. Et
la porte d'entrée vers la consommation pour venir geler un peu plus ce volcan est présent. Donc oui, ça fait partie de choses qu'on observe, mais les études sont vraiment pas claires sur le lien direct entre un enfant qui serait traité et qui aurait plus de risques, par exemple, de rentrer en toxicomanie. À l'inverse, par contre, ce qu'on sait, c'est qu'un enfant qui a un TDAH vrai, qui n'est pas aidé et qui n'est pas traité, va aller chercher des outils. C'est ça que je voulais aborder avec vous. Et oui, il est beaucoup plus à risque de toxicomanie, de consommation d'alcool, de conduite dangereuse. Donc, c'est ça, en fait. Et c'est ce qui est un petit peu le piège parce que les parents se disent, ben oui, mais si c'est pas traité, moi, je veux pas qu'à l'adolescence, ça devienne ça. Oui, certes, mais traiter la bonne chose. Parce qu'un enfant méga anxieux qu'on traite comme un TDAH, on passe complètement à côté des choses. Puis ça va donner la même catastrophe à l'adolescence. Un enfant qui a une problématique d'attachement qu'on traite comme un TDAH, ben là encore, on aura complètement passé à côté de ce lien essentiel à travailler. Puis à l'adolescence, ben on se retrouve quand même dans le caca, comme on dit. Donc, d'où l'importance de... La pédopsychiatrie, la psychiatrie, c'est un art, la médecine en général, mais je trouve que ma spécialité, c'est un art vraiment dans le sens où on est obligé de rentrer dans l'histoire du patient, dans l'histoire des parents. Parce que c'est pas tangible. C'est pas comme un orthopédiste. Ben non. Mais t'as le genou disloqué, c'est cassé. C'est ça. T'as une ligature de trompe à faire, c'est évident. T'as un kiss aux ovaires, ça se voit. Voilà. Mais là, ça se voit pas. Ça se voit pas. Puis ça implique pas uniquement le patient, ça implique tous ces écosystèmes, puis ça implique plus que les écosystèmes dans lesquels il vit, ça implique aussi la société. Ça, c'est plus le thérapeute familial et systémique, c'est-à-dire qu'on n'est pas juste un individu posé sans interaction, on est des êtres sociaux, on implique les autres dans quelque chose d'interactionnel. Donc oui, ce que je dis va avoir un impact sur l'autre, mais l'autre aussi va avoir un impact sur moi. Donc, diagnostiquer justement un individu en disant que seul lui est problématique, c'est pas évident dans notre spécialité. Oui, il y a des troubles, il y a des maladies psychiatriques qui sont évidentes, puis il y a des symptômes. Mais lorsqu'on touche des sphères comme le TDAH, le TSA pour certains de mes confrères aussi qui tirent la sonnette d'alarme, ben là, c'est important d'être bien sûr de notre coup. Parce que ça a des impacts pour la vie entière, pas juste à l'adolescence. Oui, parce que ça aussi, les diagnostics de TSA, il y en a de plus en plus avec différents degrés. Est-ce que je comprends qu'un enfant qui a un TDAH, parce qu'on dit que c'est un trouble, c'est censé être là, dans le sens que c'est là. Est-ce que si, par exemple, un enfant TDAH avait évoluer dans une famille différente avec des parents différents, est-ce que le TDAH aurait peut-être moins ressorti ou aurait possiblement pas existé? Ou... Ben, c'est intéressant parce que oui, c'est un trouble neurodéveloppemental. Donc, à partir du moment où on diagnostique ça, on doit avoir des signes qui nous font dire que dès le début, en tout cas dès que l'enfant a commencé à être en socialisation, on voit des choses. Mais à partir du moment où on parle justement de socialisation, on parle du milieu. Donc, c'est certain que, moi j'ai dit tantôt, j'ai probablement un TDA, mais parce que je me souviens avoir été très inattentive à l'école, dans la lune. Puis si je regarde maintenant les critères, j'ai un gros TDA. Mais j'avais des parents autour de moi qui m'ont donné, je revois mon père me donner des trucs pour me concentrer, pour être attentive, il m'apprenait à apprendre. Donc, de fait, je me dis, ben oui, effectivement, si j'avais été peut-être moins soutenue, peut-être que ce TDA-là aurait plus paru et que de fait, j'aurais eu beaucoup de difficultés à aller au bout de mes études. Donc, je veux dire, c'est ça. Oui, c'est un trouble neurodéveloppemental, mais c'est pas pour rien qu'on ne se fie pas uniquement sur la médication pour soutenir ses enfants. Il y a tout l'entourage, il y a toute la psychoéducation autour de ces enfants qui est nécessaire parce que à donner des outils, en fait. Puis la stimulation, moi, ça me fait penser, il y a plusieurs années, on avait déjà suivi à travers mes centres un jeune trisomique. Et ça m'avait tellement impressionnée parce que c'est un jeune adolescent, mais trisomique, mais avec rien de ce qu'on a comme image d'un trisomique.
très athlétique au niveau du corps. Même, il était rendu plus loin académiquement parlant, mais avec des parents qui l'ont stimulé, jamais lâché, jamais allé chercher tous les spécialistes. Et c'est un peu ça que vous me dites, là, dans le sens que possiblement que ce jeune-là, s'il avait été dans un autre environnement où on avait accepté, bon, ben, quand ton enfant est trisomique, il va terminer à faire des reliures de livres en secondaire 2, là. Et puis, bon, ça, c'est limité. Puis, mais les parents croyaient et ont pousser davantage la stimulation, puis c'était comme évident là, pour ce jeune-là. Mais c'est sûr de fait que moi, quand j'entends il y a une égalité des chances pour tous les enfants, y compris à l'école, etc., moi, ça me fait pas mal bondir parce que c'est pas vrai. Un enfant qui arrive à l'école, qui met le pied à l'école, il a déjà la possibilité, oui, d'avoir des troubles, TDAH, TSA, troubles des apprentissages, mais il a aussi tout son sac à dos symbolique qui est chargé de ce qu'il vit à la maison, du soutien ou pas qu'il a à la maison, les inégalités sociales au sens large. Alors, quand on me dit effectivement que l'école, tout ça, je veux dire, qui a envie de réussir, réussit, ce n'est pas vrai, ça, du tout. Ça prend effectivement un village qui part de la famille, puis de tous les gens autour qui nous soutiennent. Des conditions des parents aussi. Complètement. Il y a des parents qui aimeraient pouvoir, qui veulent, mais qui ne peuvent pas. Puis parce que moi, j'ai beaucoup de parents qui me contactent parce qu'eux-mêmes ont des défis, TDAH, troubles d'apprentissage, puis dire, ben, j'ai le goût, mais comment je fais parce que je ne peux pas l'aider. Puis... c'est un brise-cœur, tout ça, vraiment. Puis je trouve qu'il y a quelque chose qu'on n'adresse pas assez. J'entends partout que oui, au niveau politique, on essaye de faire en sorte que les enfants aient tous les mêmes chances. C'est pas la réalité, en fait, que je vois dans mon bureau. Bien, c'est toujours ce que j'ai dit. Moi, en éducation, la pire erreur, puis possiblement en pédopsychiatrie, puis avec toutes ces réalités-là des enfants, la pire chose qu'on peut faire en éducation, c'est de vouloir généraliser. Oui, voilà. Alors, en voulant dire, voulant faire pour tout le monde de la même façon, on ne répondra pas aux besoins de chacun. C'est des humains. Non, exact. Donc, je veux revenir sur l'histoire du TSA parce qu'il y avait la question. Oui. Et là, je pense beaucoup au professeur Motron, Laurent, qui est vraiment le spécialiste ici du TSA, puis qui a été vraiment sollicité sur cette question. Il dit effectivement qu'il y a une tendance à ce surdiagnostic du TSA, mais ça nous fait penser à qu'est-ce qui se joue dans ces surdiagnostics actuellement, à quoi c'est lié. On sait quand même qu'on diagnostique en fonction du DSM, la classification internationale, puis qui a tendance de plus en plus à élargir les critères, ce qui fait que de plus en plus de personnes rentrent dans certains troubles, que ce soit le TDAH ou le TSA. Et là, on fait partie quand même pas mal de psychiatres qui disent, est-ce qu'on n'est pas arrivé au bout de cette psychiatrie catégorielle, justement, qui dit, ben voilà, tel trouble, le nombre de critères, et puis tu rentres dedans. Est-ce qu'il va falloir peut-être revoir notre pratique et revoir la psychiatrie en assouplissant un petit peu, puis en laissant place à un peu plus de, comme on appelle, de psychodynamique, c'est-à-dire revenir sur l'histoire du patient. Qu'est-ce que dit le symptôme de cet enfant-là? Plus que l'agitation, elle est là, check TDAH. L'agitation, ça veut tout et rien dire. Donc, le sens du symptôme est super important. Aller gratter plus loin. Oui, et les DSM, on voit bien comment, à partir, je pense, c'est du DCM-3, ils ont dit, 1980, on veut être complètement athéorique. Donc, un symptôme, c'est un symptôme, c'est ce que tu vois dans ton bureau, point. Tu n'as plus besoin d'aller chercher le sens. Si c'est agité, c'est agité. Donc, c'est peut-être à ce moment-là qu'il y a eu des prescriptions. C'est là, et puis on le voit très bien par contre là-dedans au niveau quand on étudie le DSM et l'histoire du DSM, on voit bien qu'il y a eu une bascule justement où là ça a commencé à la fois à plus diagnostiquer et de fait à plus prescrire. Moi, c'est comme des bonbons. Tu arrivais chez le pédiatre. Puis parce que tout le monde rentre dedans, évidemment. Ouais. Donc là, on sent vraiment qu'on est arrivé à un carrefour où on ne peut plus continuer à affiner le DSM en élargissant un peu plus les vannes et en disant « Ah ben toi, maintenant, tu ne regardes pas vraiment dans les yeux ou tu as quelques intérêts restreints. Allez, viens, tu es de ce côté-là. » Non, il va falloir vraiment qu'on resserre, quitte à faire des catégories un peu différentes, mais le TSA au sens large, le spectre est tellement large que de fait, ce que Laurent Motron dit, c'est qu'il y a des enfants qui sont maintenant inclus là-dedans qui ne l'auraient pas été il y a encore 10 ans. Donc, ça pose question. Vraiment. Il y a même des adultes aussi qui se disent « Ah ben moi, je suis Asperger. Ils vont surtout « Oh, j'ai une douance. » Là, c'est à la mode. Là. Donc, si on a, par exemple, on est un peu plus caractériel ou on a un caractère un petit peu plus dérangeant ou quoi que ce soit, on va se dire « Ben moi, j'ai une douance. Donc,
Mais en fait, Je trouve que c'est à la mode un peu trop, là, ce qui présentement. questionne, c'est qu'est-ce qui fait que les humains, puis je m'inclus là-dedans, on a besoin de poser une étiquette sur nos comportements. Et c'est pas tant nous, c'est pas tant les gens qui cherchent des étiquettes. Le problème, qu'est-ce qui fait que cette société nous oblige Pour une à reconnaissance. chaque fois qu'on a un truc à se dire c'est probablement pas normal. C'est plus cette question des normes sociétales qui m'inquiète. C'est qu'il y a de moins en moins de gens, puis j'en fais partie là-dedans, mais de gens dits normaux pour la société. On est tous atypiques. Donc, est-ce qu'on est de plus en plus atypiques? Ou est-ce que la société, clairement, a plus aucune tolérance pour, justement, la couleur, au sens large? Ça, au Québec, on est bon là-dedans. Dès qu'un se démarque, ça dérange. C'est pas évident, effectivement. C'est pas ça. Je sais que vous aimez beaucoup le Québec, là, mais je pense que ça c'est un trait de notre société. Que le Québécois doit pas mal être dans la norme parce que dès qu'il y en a un où la tête va sortir, les autres ne seront pas très loin pour lui couper à ce moment-là. Donc, ça vient rejoindre un peu ce que vous dites ou même ce que vous dites de dire, ben c'est ça, on veut se conformer et pour se faire accepter dans l'acceptation parce que l'être humain veut être aimé, veut être accepté. On n'aime pas ça être rejeté. C'est de l'appartenance. Alors, on vient excuser nos comportements ou tout simplement notre couleur de personnalité qui pourtant est tellement riche. Puis mais c'est ça, en fait. C'est ce que je trouve dommage, en fait, c'est que de fait, on est en train, là, de vouloir rentrer dans une sorte de psychiatrisation de tous les élans de la vie. Puis, malheureusement, ma spécialité, mais de longue date, a eu tendance à jouer ce rôle-là, hein, si on regarde historiquement. Puis là, je vais parler, par exemple, de la colère des femmes. Je vais enlever le côté sorcière, mais après, la psychiatrie a dit toutes ces jeunes filles, surtout en Europe, hein, en France, toutes ces jeunes filles un peu de bonne famille qui refusaient de porter les cheveux longs, qui voulaient se faire couper les cheveux, qui, elles, voulaient faire des études, inqualifiable pour une famille bourgeoise. Donc, elle ne peut qu'être folle. Ça va pas. On les psychiatrisait des années. On leur faisait faire des soins. Alors, on pensait, à l'époque, c'était l'hystérie. Donc, on se disait, c'est ça, les hommes, médecins, psychiatres français avaient dit, c'est ça, c'est de l'hystérie, donc on va étudier ça, on va aller voir leur utérus, puis on va leur faire des soins utérins. Donc, c'était des femmes qui, clairement, se faisaient par des professionnels malmenés, on va dire, agressés, parce qu'on disait, c'est ça, il faut les soigner comme ça, des bains gelés pendant des heures et des heures pour leur faire revenir à la raison. Tu comprends, tu es une femme, tu peux pas faire d'études, tu portes tes cheveux longs, portes des robes avec crinoline. Donc, il y a eu ça, je trouve, cette complicité quand même de ma spécialité qui a dit, c'est ça, une femme en colère ou une femme qui se rebelle ne peut qu'être pathologique. Donc, d'abord, il y a eu l'hystérie. Et puis là, si on regarde l'histoire de la colère, je le vois, il y a de plus en plus de jeunes filles qui me sont envoyées avec des étiquettes de personnalité borderline ou limite émergente. Parce qu'effectivement, c'est des jeunes filles qui s'affranchissent, qui s'affirment, qui sont en colère. Mais la colère chez une fille, c'est pas beau. Moi, j'entends qu'on me disait petite et on disait à mes copines, t'es pas belle quand t'es en colère. Donc, il y a vous voyez comment... Puis ma génération, on est des crises de folle. Bon, voilà, les fameux CDF. Vous ne l'aviez pas dit, mais je vais le dire. Mais vous voyez, donc c'est ça, c'est comment la psychiatrie aussi est un peu l'alibi pour venir des fois catégoriser des trucs qui n'ont pas besoin d'être. Non, c'est ça, puis vraiment, puis encore aujourd'hui, avec des termes différents, on le voit. Et puis là, avec ce qui sort, les mâles alpha, puis tout ça, donc on n'est pas sorti du bois. Hein? Il y a des choses qui reviennent. Puis il y a des femmes qui endossent ça. Il y a des femmes qui se disent, moi, je suis comme ça, puis... c'est des adolescentes, en fait. J'en parle dans mon futur essai, là, qui sortira bientôt, mais où, justement, ce qui me surprend, c'est que les 10 années passées, les ados avaient un discours beaucoup plus égalitaire. Les garçons, je trouvais, travaillaient bien sur la question de la femme, du consentement. Puis je trouvais que les ados avaient de l'allure, entre guillemets. Puis là, je ne dis pas qu'ils n'ont pas d'allure, c'est pas ça, mais dans leur discours, il y a eu un basculement, là, depuis quelques années, de quelque chose de très rigide sur la femme, en termes d'objet d'appartenance. Des petits gars qui, à 12 ans, me parlent de leur blonde en disant elle n'a pas besoin de s'habiller comme ça, elle doit plaire qu'à moi, puis si elle me fait honte, je vais lui salir sa réputation.
puis 12 ans en fait. Et inversement, des jeunes filles qui, justement, embrassent ce côté trophy girl. Puis j'ai quelques jeunes filles, 13-14 ans, qui me parlent de leur conjoint, puis qui sont presque, elle me dit, engaged, là, en montrant la bague et tout ça. Puis en disant, mais moi, ouais, c'est ça. Mais en disant, moi, je suis vraiment... je lui appartiens, en fait. Puis... Alors, ça questionne... Je suis sa chose. Oui, mais ça, en tout cas, puis les filles me le disent bien que ça les rassure. Puis je vois bien que c'est des profils d'enfants qui sont pas mal en manque de repères, d'attachement sécure. Présence, des fois peut-être masculine. Mais en tout cas, il y a tout ça. Puis même au niveau de l'attachement sécure, des jeunes qui sont vraiment comme perdus. Puis dans la relation à l'autre où elles se sentent, elles me le disent, élues. Il y a quelque chose qui vient les remplir, qui vient remplir une sorte de vide. Puis je vois bien que ces enfants-là, on leur a pas laissé faire racine. On les laisse pas faire racine, ni dans la société, ni dans leur famille. Ils savent pas où se poser. À l'école, certains sont pas acceptés non plus parce qu'ils sont trop ou pas assez. Donc, ils ne se sentent bien nulle part. Ils se sentent appartenir nulle part. Et de fait, ils vont aller voir des gens qui vont leur renvoyer, qui sont... qu'ils appartiennent à quelque chose, à une classe, à une caste. Et c'est sûr que les influenceurs masculinistes, ils ont ce tour, entre guillemets, de donner l'impression d'être le patriarche rassurant, de les remplir de quelque chose dont peut-être ils manquent, par exemple. Et puis, chez les jeunes femmes, c'est le côté très tradwife, là, où il y a ce côté nature, je me consacre à mon homme, etc. Puis, pourquoi pas si c'est complètement assumé, puis si tu es capable de me dire que tu es très, très, très heureuse là-dedans, épanouie. Mais je suis pas certaine, là. Non, je suis pas certaine. Mais donc, on part... Ce que je comprends, c'est qu'on part de jeunes. On a parlé des enfants rois, des enfants surprotégés, des enfants anxieux, tellement mis dans la ouate qu'on ne voulait pas qu'il y ait... Attention, donc ces enfants-là. Mais là, on arrive avec des enfants qui... Au contraire, ont été moins mis dans la ouate, ont été moins, justement, ont senti moins ce sentiment de portée-là. Mais ils ont toujours été là, je pense, en fait. Moi, c'est ça, c'est qu'on a tendance à catégoriser l'enfant roi et l'enfant tyran. Même au temps des Grecs, on disait déjà que c'était ça. Donc, il n'y a pas tant de phases où... puis, je pense qu'il y a effectivement des enfants qui sont... plus qu'on ne croit négligé au niveau de l'attachement. Puis ça, c'est de tout temps, mais je trouve que c'est triste dans notre société actuelle parce qu'on a les moyens de le savoir que l'attachement, c'est important. On le sait déjà de par Bowlby et tout ça dans les années 40, qui ont eu l'intuition géniale que quelqu'un qui part avec un mauvais attachement, ça part mal pour sa vie, sa façon d'être au monde, etc. Puis maintenant, les neurosciences qu'on nous donne à toutes les sauces, là, mais les neurosciences disent « Ah ben oui, ça a des impacts sur le cerveau. » Donc là, on le sait. Puis c'est ce que je trouve vraiment triste dans cette société, puis là je le nomme très néolibérale, c'est qu'elle fait comme si le lien et l'attachement n'étaient pas importants. Donc les femmes sont enceintes, on ne leur dit pas combien c'est important qu'elles investissent psychiquement leur bébé, etc. Comment la place du papa aussi est importante, qu'il faut qu'il parle à son bébé pour que tout ça se crée. Qu'il entende déjà la voix avant même de naître. Que le lien, que l'attachement, la façon dont on porte notre enfant psychiquement est important. Puis alors on précipite ensuite les grossesses. Les gens vont chez le gynéco non pas pour entendre des choses importantes sur l'attachement, mais pour avoir la photo du bébé pour mettre sur le frigo, là. Sur Facebook, oui, Instagram. c'est ça. Donc, ça, c'est frigo, tout ça, c'est le néolibéral qui nous dit, c'est ça, il faut montrer des trucs. Faut que ça... Puis ensuite, à l'accouchement, on précipite pas mal les naissances. Les salles d'accouchement, on est bac à bac, là. On précipite un peu le travail parce qu'il n'y a pas assez de sages-femmes. Puis le gynéco-obstétrique est de garde, mais il n'a pas 4 bras. Donc, pas là pour faire de la psychologie. Donc, on précipite tout ça, on vous garde 2-3 jours, puis on vous dit rien sur l'attachement, mais on vous fait signer un truc sur le bébé secoué, c'est ça. Mais on vous dit pas, ça va être rough, puis tu sais, vous allez même vous demander si vous êtes bon parent, vous allez peut-être détester votre bébé, tu sais, tout ça, on dit rien. Puis on isole les familles, parce que c'est aussi ça la société, on les laisse chacun dans leur maison, les parents, on les isole, il n'y a plus tant la famille, le village, les grands-parents, les oncles et tantes. Et
Et puis, c'est ça, c'est qu'on se retrouve avec un petit être nouveau en se disant, faut que je sois bon, compétitif, donc je vais faire ce qui m'a été dit. Donc, je le pèse quand je le nourris pour être sûr que je lui ai donné les bons trucs. Je lui donne les bons jouets pour le stimuler. Exact. Mais à chaque fois qu'on rentre là-dedans, on perd l'attachement. Donc, oui, il y a des enfants qui sont avec des attachements ultra insécures. Ce n'est pas des troubles de l'attachement parce que c'est assez stable. Le pourcentage, c'est 1% à peu près, je pense, au Canada, de troubles de l'attachement. On ne parle pas de ça. On parle vraiment d'un attachement insécure. Puis un attachement insécure, c'est 40% des attachements. C'est énorme. Puis c'est presque la moitié des familles. C'est ça. Donc là, je veux dire, il y a un vrai souci. Puis ces enfants, donc, qui sont investis comme un objet de croissance, mais pas investis si affectivement que ça. Bien sûr qu'on aime nos enfants, mais l'attachement, c'est pas l'amour. C'est pas la même chose. C'est un ingrédient important pour l'attachement. Mais on peut aimer vraiment de tout notre cœur notre enfant et quand même scraper son attachement. Parce que ça prend d'être disponible psychiquement, puis d'être capable de raisonner avec notre enfant, notre bébé, qui nous donne des signaux de détresse, de besoin, de les entendre, de les recevoir, de les traduire et de répondre la bonne chose. C'est ça, l'attachement, c'est un système qui commence par l'enfant, puis qui est comme accueilli par le parent. Donc, c'est vraiment, notre cerveau est super bien fait, mais ça prend cette disponibilité-là et cette capacité de comprendre. Oui, le parent, parce que c'est pas évident. Il peut entendre le parent, mais la façon dont il va ramener ça, c'est pas évident, c'est pas donné à tout le monde. C'est super difficile. Moi, je le dis souvent dans les conférences, j'ai merdé souvent, j'ai pas compris, puis ça arrive. Mais c'est quand c'est trop souvent, à un moment donné, le bébé, au départ, il va augmenter en intensité parce qu'il va dire « entends-moi, entends-moi, entends-moi ». Non, c'est pas ça, non. Il se dit pas ça comme ça, mais c'est ça, il se dit, c'est pas ça que je veux. Tu réponds pas là, puis je peux pas te le dire, je parle pas, je suis un nourrisson. Puis au début, donc, ils intensifient souvent leur expression corporelle. Puis à un moment donné, qu'est-ce qu'ils font? C'est ce qu'on appelle la phase d'extinction. Puis moi, je trouve ça tellement terrible, ce mot-là, mais c'est ça. Je m'éteins. J'ai besoin, mais je fais comme si j'avais plus besoin et j'arrête. Puis donc, on a des enfants, après, à qui on dit plus tard, mais voyons, il n'exprime pas ses émotions, il est coupé, il a l'air dur. Allons voir quand même du côté de l'attachement. Ou justement, ces enfants qui s'agitent beaucoup, beaucoup, beaucoup parce qu'ils veulent toujours être sous le regard du parent, puis on va dire c'est un TDAH. Mais attention, allons voir c'est quoi son attachement. Est-ce que c'est un enfant qui a besoin d'aller dans l'excès comportemental pour que son parent réponde? Si oui, c'est pas forcément du TDAH, c'est de l'attachement. Puis on n'y répond pas pareil. La médication, c'est sûr, va faire qu'il va s'agiter peut-être moins, oui. Mais il ne sera jamais sécurisé. Puis ça va être un ado avec un attachement insécure. Puis c'est des ados qui vont après être aussi dans l'intensité relationnelle quand ils vont être en couple. Donc là, on va dire, voilà, il fait des menaces suicidaires pour que sa blonde ne le quitte pas. Mais il est profondément insécure, ce gamin-là. Difficulté à gérer ses émotions. Complètement. Alors oui, après, on va dire c'est peut-être un borderline TPL. Overreact. Mais voyons l'histoire avant. Jamais de précipitation diagnostique, s'il vous plaît. Donc, il y a beaucoup de mots MAUX qui sont reliés à l'attachement. Je trouve vraiment. Puis, il y a de plus en plus quand même de professionnels qui en parlent. Moi, j'aime beaucoup écouter Gabor Maté ça, c'est comme un influenceur maintenant, mais il remet l'attachement au centre de notre vie. C'est le lien, en fait. Le lien, c'est quand même quelque chose qui a disparu dans nos générations actuelles, dans cette société. Le lien en nous-mêmes, on est profondément coupé de soi. Le lien aux autres, puis aussi le lien à la nature et au vivant. On élève nos enfants, puis je le dis souvent, mais on les déracine du dehors parce qu'on ne veut pas qu'ils fassent de bruit, qu'ils gênent les voisins. On les replante à l'intérieur. On leur donne des bébelles numériques pour les garder un peu. Puis en plus, on leur dit, mais là, tu t'es trop attaché à ça. Oui, mais en même temps... Je veux dire, c'est ça qu'on me donne. Mais en fait, c'est parce qu'on leur confisque dès le départ le lien. Donc, si on était une société capable de se dire, il faut revenir au lien authentique, ne serait-ce qu'entre nous, être capable de jaser, de discuter. Oui, je ne suis pas d'accord avec toi, par exemple, mais je t'accueille, je t'entends. Et je ne serai toujours pas d'accord, mais je te fais une place pour dire. On ne sait pas le faire, ça, du tout. On polarise, on est dans l'ego. Exact. Donc, c'est toute une façon de
d'éduquer nos enfants, y compris, c'est ça, à partir de l'école, les fameuses compétences socio-émotionnelles dont ils sont si dépourvus en ce moment. Oui, effectivement, les enfants ne savent plus être ensemble. Les habiletés sociales. Exact, c'est ça. Mais pourtant, un enfant, il naît avec tout ce bagage-là. Au niveau neuronal, il sait, l'enfant, c'est un être de lien. L'enfant, c'est un lien à lui tout seul. Il naît avec ça. Il naît aussi avec sa connexion avec la nature. Mais c'est comment la société actuellement coupe ça très, très, très tôt. Puis après, on dit « Ah, mais il n'y a pas de compétences socio-émotionnelles, il n'y a pas d'habileté. » Mais il était bien parti, mais on la scrape. Parce qu'on veut, par exemple, qu'à la maternelle, il apprenne à tenir son crayon, alors que ce n'est pas ça l'essentiel. T'inquiète pas, il va tenir son crayon. Mais ce n'est pas vraiment ça qu'il faut encourager. C'est pas une priorité à 4 ans. Pas du tout, exact. Donc, c'est comment sortir de cette vision très éducative, compétitive, individualiste, puis revenir à un peu de bon sens. Je pense qu'on en est capable, mais ça prend une portée politique et c'est aussi pour ça, des fois, que les gens me disent « Oh là là, tu fais de la politique ». En fait, on ne peut plus soigner sans parler du système et de la société. J'en parle à chaque fois, mais c'est ça, c'est comment soigner un enfant si je ne parle pas des systèmes autour de lui. Ça voudrait dire que il est juste responsable de son mal-être, donc c'est juste cérébral. On le sait bien que c'est pas juste cérébral. Et c'est aussi pour ça que je parlais des fameuses neurosciences. C'est comment les neuroscientifiques ils tirent la sonnette d'alarme en disant on est en train de prendre notre spécialité pour venir justifier plein de choses en disant que finalement c'est les gens individuellement qui vont pas bien et de sorte que le système se désengage et disent non, c'est pas nous. C'est vraiment juste cérébral. Puis les neuroscientifiques, là, il y en a plein qui vont au front en disant « Moi, c'est pas ça ma spécialité. Je vous donne des clés pour comprendre, par exemple, comment un enfant apprend, mais il n'est pas vrai de dire que toute problématique va être individuelle et juste centrée sur le cerveau de l'enfant. » Et quand on dit qu'on est dans une société individualiste, c'est ça que ça a créé. Ben oui. Individualiste dans le sens où on dit à l'enfant, c'est ça, tu ne peux compter que sur toi-même, etc. Tu es mon champion, vas-y mon champion. Et on individualiste et qui individualise les problématiques de sorte qu'un enfant qui s'agite, par exemple, ne peut être que TDAH. Ça évite aussi au système autour de se remettre en cause quand même. Donc, bien sûr que le TDAH existe, bien sûr que les troubles neurodéveloppementaux existent, ce n'est pas le problème. Puis oui, la médication est nécessaire, mais il n'est pas vrai de se dire que ce système va se désengager puis va dire, non, c'est juste ton problème, mon coco. Non, puis quand, moi, parfois, je me fais reprocher ça, on sait bien, on va dire que c'est encore la faute des parents, mais on est des humains, puis moi la première, là, puis vous la première, je veux dire, c'est nous qui façonnons justement l'environnement de nos enfants, puis on n'est pas parfaite là-dedans, nous les premières, mais il faut se le dire, parce que si on ne peut pas sensibiliser les parents à leur façon, à ce qu'ils ont fait, qu'est-ce que j'ai fait, c'est pas de se frapper sur la tête. C'est pas la culpabilisation, mais c'est effectivement de la conscientisation. Exact. Puis oui, c'est sûr que l'enfant, il est dans des écosystèmes, puis son premier écosystème, c'est la famille. C'est évident, puis là, je veux dire, c'est comme ça. Alors, soyez patients, restez tout près. Nous aurons une deuxième partie avec la docteure pédopsychiatre Céline Lamy.